j'ai été sans doute un peu présomptueuse en appelant ça une anthropologie de la peur, parce que le véritable but de mon intervention, c'était de faire une présentation aussi générale que possible de ce que pouvait être la peur, donc comme dans ce que je dis, dans tous ces états. Et pour introduire et pour faire une introduction qui soit compréhensible et raisonnable à la question de la peur, il faut bien évidemment commencer par la question des émotions. Donc, je vais démarrer sur les émotions. Les émotions sont très importantes. La peur est une des émotions des êtres humains. Elle est aussi une des émotions des animaux. On aura à y revenir. Et je vais vous passer dans le plan. Alors, je vais aller très lentement. Je vais passer les différents points paragraphe par paragraphe. Et j'aurais mis, vous allez voir en gras, les concepts les plus importants. Et puis ensuite, bon, vous aurez le temps, j'imagine, aussi de taper vos questions, de saisir vos questions si jamais vous avez des interrogations sur ce que je suis en train de faire. Donc, mon plan est le suivant. Je vais commencer par définir les émotions en général, sachant que la peur est une émotion parmi d'autres. Et donc, il faut bien garder en tête les règles générales de ce que sont les émotions. Donc, les règles générales, que ce soit celles de la neurophysiologie, de la psychologie, de la sociologie. Ensuite, je passerai vers la peur toute seule, la peur telle qu'on l'a définie d'habitude. Je poserai la question de la distinction entre peur et anxiété. Vous aurez remarqué dans les présentations que vous avez eues en entrant dans vos écrans qu'il y aura une conférence le 21 janvier, je crois, sur la physiologie de la peur. Donc là, c'est quelqu'un qui vous parlera vraiment des molécules et de la neurologie, de ce qui se passe au niveau du cerveau et du corps quand on a peur. Mais moi, je vais aller dans un sens un peu plus général dans la peur en développant principalement la question de l'anxiété. Ensuite, je vais essayer d'extrapoler vers l'anxiété dans le monde moderne, puisque c'est celui qui nous intéresse. Ça veut dire quoi être anxieux aujourd'hui? De quoi est-ce que nous avons peur? Est-ce que nous avons vraiment peur? Est-ce que nous plaisons à avoir peur, un peu comme dans les films? Et enfin, je proposerai des interrogations, des hypothèses et des débuts d'explications qui n'engagent que moi, parce que ce sera vraiment ce sera vraiment très, très personnel. Et bien entendu, ce sera quelque chose qui est tout à fait ouvert à la discussion. Donc, si tout va bien, je me lance. Donc, les émotions en général. Donc, les émotions en général, ce sont des états. Ce sont des états qui sont conscients en général. On sait quand on a peur, on sait quand on est joyeux, quand on est triste. Ce ne sont pas des choses qui se développent dans l'inconscient. Et c'est pour ça d'ailleurs, entre autres, que la psychanalyse a complètement raté ses rapports avec les émotions, du moins dans la première partie de la psychanalyse avec Freud et les grands psychanalystes du début du XXe siècle. Les émotions sont des états qui sont conscients, majoritairement. Et je vois mal comment une émotion peut être inconsciente, sauf selon certaines théories que je vais développer un peu par la suite. Donc, les émotions sont fondées sur des bases physiologiques. Physiologique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le corps humain ou animal est affecté. Sont affectés le système endocrinien, le système immunitaire et le système nerveux. Donc, c'est beaucoup de choses à la fois. Vous savez qu'on peut tomber malade quand on a une émotion forte, on peut trembler quand on a peur. Donc, tous les systèmes complexes qui organisent notre corps sont souvent impliqués lorsque les émotions sont ressenties, que ce soit les bonnes émotions ou les mauvaises d'ailleurs. Depuis une quarantaine d'années, on a commencé à réaliser que les hormones en particulier avaient un rôle extrêmement important
dans l'expression des émotions. Mais il y a bien sûr les hormones, il y a bien sûr aussi les neurotransmetteurs et ainsi de suite. Et du coup, la notion d'émotion, elle a dévié très vite vers qu'est-ce qui est en train de se passer dans le cerveau. C'est-à-dire qu'on a été vers un espèce de réductionnisme qui est assez à la mode, qui consiste à dire qu'on comprend la chose parce qu'on a compris comment elle se passait dans le cerveau. Et cela d'autant plus que se sont rajoutées aux informations physiologiques et moléculaires les informations de l'imagerie du cerveau. Donc, on voit effectivement, du coup, dans quelle partie du cerveau les choses sont en train de se déclencher et comment est-ce que cela évolue dans les différentes régions de nos cerveaux. Et elle entraîne les émotions, donc toujours en général, elles entraînent des réactions. Donc les réactions, elles peuvent être psychologiques, c'est ce que je mets dans la catégorie psychologique tout ce qui est mental et tout ce qui est cognitif. Et elles peuvent avoir aussi des réactions, et elles peuvent entraîner des réactions sociales. Et ça, c'est très important dans la société où on vit, parce qu'une réaction sociale, ça signifie forcément une interaction. Et cette interaction, elle passe par tout un tas d'éléments, comme par exemple les expressions, l'expression du visage ou du corps, mais aussi la communication humaine et bien évidemment aussi la communication entre les espèces. Si vous avez un chien ou un chat à la maison, vous voyez très bien à quel point il va interagir avec vous en fonction de votre émotion et en fonction de l'émotion qu'il va ressentir en retour par rapport à la vôtre. Donc, toutes ces interactions vous allez les trouver en général dans l'écrasante majorité des émotions. Peut-être l'émotion la plus discrète est la tristesse. La joie est une émotion exubérante. La colère est une émotion explosive et la peur, bien évidemment, aussi est une émotion qu'on voit. Si vous regardez sur les émoticônes, par exemple, vous allez voir en effet à quel point il est très facile de dessiner, de représenter une expression d'émotion sur un visage extrêmement schématisé. Et c'est la preuve, en fait, que les émotions sont des discours d'expression, sont des outils d'expression, que ce soit sur le visage, dans les signes du corps, dans les signes des mains et aussi, bien sûr, dans le langage et sous toutes les différentes formes qui sont possibles. Enfin, bien évidemment, le cas échéant, cela va entraîner des réactions comportementales. Là, ça signifie qu'on s'enfuit, ou on agresse, ou on parle, ou on explose, comme je viens de le dire il y a quelques minutes. Donc, il y a aussi une réaction comportementale qui a ses raisons d'être, qu'on ne connaît pas nécessairement très bien encore. Déjà, la fuite, on voit très bien à quoi elle peut servir, puisque ça peut être un outil précieux de survie pour l'animal ou l'humain qui, en raison, par exemple, de la peur, va décider de s'enfuir. Donc, les réactions comportementales, elles vont être aussi interprétées et permettre d'interpréter l'émotion que la personne a. On peut rire quand on est joyeux, on peut pleurer quand on est triste, et on peut s'enfuir quand on a peur, et on peut agresser quand on a peur ou quand on est en colère, etc. Alors, autant dire tout de suite ce que l'émotion n'est pas, parce que comme ça, cela nous permettra de ne pas mélanger les genres. Donc, ce que l'émotion n'est pas, premièrement, ce n'est pas une faculté mentale, ce n'est pas de la cognition. En d'autres termes, j'ai mis une liste de choses qui sont typiquement du domaine de la cognition, comme la mémoire, l'imagination, l'attention, la capacité de raisonnement, l'intention. Vous voyez, l'émotion ne fait partie d'aucune de celles-là, mais l'émotion affecte toutes les facultés mentales. En d'autres termes, si on a peur, elle peut affecter la peur peut affecter notre imagination, elle peut affecter notre capacité de raisonnement et j'aurai l'occasion d'y revenir par la suite. La joie de la même façon, elles peuvent aussi affecter la mémoire. Quelqu'un qui a une émotion extrêmement forte peut même perdre la mémoire de
de l'événement à partir duquel cette émotion s'est passée. Donc, on ne peut pas séparer l'émotion des facultés mentales et cognitives. Par contre, il est très important de les distinguer parce que ce n'est pas du tout la même chose. D'ailleurs, on verra par rapport aux facultés mentales et cognitives des animaux qu'on n'est pas dans la même, on n'est pas dans la même catégorie. L'émotion n'est pas une sensation. Alors ça, c'est très important parce que les sensations, c'est celles qui viennent de nos cinq sens, la vue, l'ouïe, l'odorat, le goût, etc. Et la douleur, la sensation sur la peau. Par contre, il y a d'autres sensations qui, elles, sont des sensations internes, comme par exemple la faim, la soif, l'excitation, la fatigue, le sommeil, enfin l'envie de sommeil. Tout ça, ce sont des sensations et l'émotion ne fait pas partie des sensations, mais l'émotion, encore une fois, et là, encore une fois, je généralise sur toutes les émotions, l'émotion, encore une fois, affecte toutes les sensations ou peut être affectée par elles. En d'autres termes, on va voir quelque chose de différent selon l'émotion avec laquelle on regarde l'objet en question. Si vous avez peur des fantômes, vous allez voir un fantôme que quelqu'un qui n'a pas peur des fantômes ne verra pas. Donc, l'émotion est extrêmement importante là et il ne s'agit pas de mettre en doute la personne qui a vu un fantôme parce qu'elle, elle a réellement vu un fantôme. Seulement, son fantôme n'était pas réel pour quelqu'un d'autre. Donc, la relation entre l'émotion et la sensation est une relation extrêmement délicate et qu'il faut manier avec beaucoup de précaution. L'émotion n'est pas le sentiment. Alors le sentiment, franchement, je ne sais pas ce que c'est parce que c'est quelque chose d'extrêmement flou. C'est le sentiment, c'est l'impression, c'est ce que certains appelleraient un sixième sens. J'ai pris quelques exemples. Par exemple, j'ai le sentiment dans la rue d'être suivi. Je ne suis pas sûre que c'est le cas, mais c'est un vague sentiment. Ou bien l'intuition, j'ai le sentiment qu'il va se passer quelque chose. Parfois ça se passe, parfois ça ne se passe pas. Donc de toutes les façons, l'intuition est à prendre parfois avec beaucoup de prudence. Et cette espèce de sentiment qui est un concept mal défini va s'élargir vers des questions sociales très importantes, telles que le sentiment d'injustice, de culpabilité, d'insécurité, de jalousie, de honte, etc. Et comme vous remarquerez, tous ces sentiments-là, ce sont des sentiments d'origine sociale, ce sont des sentiments sociaux qui sont souvent extrêmement difficiles à détricoter, à déconstruire, tout simplement parce que quand on a un sentiment de quelque chose, eh bien c'est très bien ancré dans nos têtes et on est convaincu que c'est vraiment la chose en question. Le sentiment d'injustice, par exemple, est un sentiment souvent généralisé chez les enfants, par exemple, chez les tout petits, qui pensent qu'on a donné plus de bonbons aux voisins qu'à eux. Et ce sentiment d'injustice, même s'il est faux, il reste pertinent. Il est toujours là et il a une connotation qui est importante, qui va affecter l'émotion, qui va être affectée par elle, mais qui n'est pas la même chose. Je passe ensuite donc à la différence entre émotion animale et émotion humaine. Il est très important de savoir que nous avons ça en commun avec les animaux. Alors, je ne sais pas jusqu'où on peut aller dans l'échelle de l'évolution vers les animaux les plus primitifs. Est-ce que les vers de terre ont des émotions? Est-ce que les poissons ont des émotions? Il est extrêmement difficile de le dire. Mais comme l'émotion est souvent reliée à l'expression et au comportement, il nous est extrêmement facile de voir que les émotions, chez les animaux supérieurs, en particulier chez tous les mammifères, en particulier donc chez vos mammifères favoris à la maison, les chiens, les chats, etc. Mais il y a aussi des émotions chez les oiseaux. On retrouve l'émotion chez de nombreux animaux et pas seulement les mammifères. Bien évidemment, chez les mammifères, nous arrivons à les identifier le plus facilement parce que, donc, par exemple, les grands singes, leurs expressions et leurs comportements vont ressembler beaucoup aux nôtres et donc ce sera très facile d'identifier leurs émotions. Et aussi, il faut savoir que, en tous les cas, les mammifères font des rêves et le rêve est fortement lié à l'émotion qui le suscite.
ainsi que la somatisation d'ailleurs, parce chez les animaux peuvent faire carrément une dépression et une pathologie lourde si sur le plan émotionnel ils sont très fortement affectés, comme par exemple, je dis ça comme un exemple, les dauphins lorsqu'ils sont pas en liberté, ou bien les animaux qui sont fortement stressés parce qu'on les bat, parce qu'on les fait souffrir, etc. Donc ça, c'est les analogies, mais il y a aussi les différences. Et les différences, donc, elles sont spécifiquement humaines. Par exemple, bien évidemment, les différences, c'est la verbalisation, c'est-à-dire la capacité de dire son émotion avec des mots. L'imagination, c'est-à-dire la capacité de fantasmer ou d'avoir un imaginaire de l'émotion qu'on a. La symbolisation, c'est-à-dire la possibilité d'exprimer l'émotion par une image. Et la projection vers le futur, parce que ça, c'est quelque chose que notre cortex, notre néocortex nous permet de faire et qui n'est pas tout à fait possible vers les animaux qui, du coup, sont davantage impliqués dans le présent, dans le quotidien. Mais ils peuvent, grâce à un apprentissage, projeter vers le futur, les chiens, les chats, par exemple, projeter vers le futur le comportement de leur maître et savoir aussi se diriger émotionnellement par rapport à ce à quoi ils s'attendent de la part des humains. Excusez-moi. Alors j'ai trouvé ça sur Wikipédia et ça m'a beaucoup amusé parce que c'est une roue des émotions qui a été présente, qui ressemble beaucoup à ce que Aristote avait fait dans le passé, dans le très lointain passé. Aristote avait évalué toutes les valeurs humaines et tous les comportements humains par des excès ou bien des pénuries. Et donc, Monsieur Plutchik, qui est un psychologue américain, a trouvé intelligent, et je trouve que ce n'est pas idiot, effectivement, de mettre dans la catégorie de chacune des émotions qu'il a choisi de traiter, ce qu'elle est lorsqu'elle atteint un excès ou ce qu'elle atteint lorsqu'elle est minimale. Donc, si je prends par exemple la joie au maximum, elle va atteindre l'extase et au minimum, elle va atteindre une certaine sérénité. C'est-à-dire qu'on ne va pas bondir au plafond de joie, mais on est content, ça se passe bien. La colère, elle va osciller entre la rage et la contrariété. Et celle qui nous intéresse pour la thématique d'aujourd'hui, la peur, elle va osciller entre l'appréhension, qui est une vague appréhension, un peu comme un sentiment dont j'ai parlé plus tôt, et la terreur réelle, c'est-à-dire celle qui fait trembler, celle qui fait suer, et celle qui fait que la première chose qu'on a envie de faire, c'est de prendre ses jambes à son cou et de s'enfuir. Je reviendrai vers la roue des émotions pour parler de la peur dans quelques minutes. Pour l'instant, je continue avec les règles concernant les émotions. Et ces règles sont vraiment, non, je continue donc pour commencer avec les théories de l'émotion parce que, en fait, à ma grande surprise, j'ai découvert qu'il n'y avait pas énormément de théories explicatives de l'émotion. Il y a la théorie classique. La théorie classique, elle date d'Aristote, donc c'est vraiment quelque chose de très vieux et qui n'a pas beaucoup bougé entre-temps. Cette théorie classique, les psychologues d'aujourd'hui l'appellent la théorie élémentaire ou basique. Et la théorie élémentaire ou basique dit, selon elle, il y a un petit paquet d'émotions qui sont élémentaires, atomiques si vous voulez. Ce sont des émotions clairement identifiées et la suite, les autres émotions qui viennent après, en général, ce sont des émotions qui sont en réalité des mixtures de ces émotions-là. Donc, du coup, les psychologues, les philosophes varient les émotions qu'ils considèrent comme basiques, mais je vais vous donner juste un exemple de quelque chose qui serait composé. Par exemple, en associant la peur à la colère, on arrive à la haine. Donc, la haine, du coup, pour certains, la haine n'est pas une émotion première,
elle est un composé de peur et de colère. Donc ici, j'ai mis quelques exemples d'émotions qui sont considérées comme basiques. La raison pour laquelle je les ai mis, c'est que tous, on peut les voir sur les figures. Si vous avez en face de vous quelqu'un en colère, dégoûté, méprisant, peureux, joyeux, triste ou surpris, c'est quelque chose que vous allez voir immédiatement. Et donc, il y a effectivement un aspect élémentaire dans ce genre d'émotions, simplement parce qu'elles sont reconnaissables au premier degré. Et en plus, elles sont reconnaissables pratiquement partout. Les gens peuvent les identifier dans toutes les cultures, dans tous les âges, etc. D'ailleurs, les enfants jouent beaucoup avec, parce qu'ils savent manipuler les parents avec les émotions, et donc ils vont utiliser ces expressions sur leur visage pour montrer aux parents leur ressenti, ce qu'ils sentent et ce qu'ils ont envie que les parents prennent en compte. Il y a une théorie qui est assez rigolote de l'émotion, qui est celle de William James. Donc, William James est un philosophe américain de la fin du 19e siècle. Et cette théorie a été reprise par un monsieur qui s'appelle Carl Langley. Et leur théorie, elle est assez surprenante, mais elle n'est pas complètement dénuée de fondement. William James dit la chose suivante. Il dit l'émotion telle que vous la nommez et vous la ressentez est un épiphénomène, c'est un phénomène secondaire, c'est un faux problème en fait. Selon lui, en fait, ce qui se passe face à quelque chose qui se passe dans le monde extérieur, il y a dans notre organisme des réactions physiologiques, donc celles dont j'ai parlé un peu plus haut, système nerveux, système endocrinien et système immunitaire. Et la réaction physiologique, nous l'interprétons à partir de l'émotion. Donc, selon eux, l'émotion ne serait que un état au deuxième degré, l'état au premier degré étant celui de la physiologie. Alors, là où ils n'ont pas complètement tort, c'est que vous pouvez susciter une émotion en inoculant une molécule particulière. Par exemple, et ça, le monsieur qui vous parlera de physiologie vous le dira sans doute beaucoup mieux que moi, on peut, en injectant dans une souris une des molécules qui apparaissent avec la peur, donner à cette souris le comportement de la peur. Elle n'a pas un objet de la peur qui se trouve en dehors d'elle, donc a priori, elle n'a aucune raison d'avoir peur, mais il suffit qu'elle ait les molécules qui sont liées à la peur dans son organisme, qui sont excessives dans son organisme pour que le sentiment de peur et le comportement de peur se mettent à apparaître. Donc, c'est une théorie à garder dans un coin de sa tête. Elle est un peu contre-courant, si vous voulez, puisqu'elle nie en quelque sorte l'importance de nos états émotionnels pour nos états physiologiques, mais c'est une théorie qui, par moments, se tient très, très bien. Alors, ça a été la découverte que j'ai faite en cherchant, en faisant les recherches pour cette conférence. Darwin a écrit un livre sur les émotions. Il a écrit un livre assez costaud de 300 pages avec énormément de références qui s'appelle Traité des émotions chez les hommes et chez les animaux. Et la raison pour laquelle il l'a écrit, ce n'est pas tellement pour démontrer la théorie de l'évolution par la sélection naturelle. Donc, à la limite, même, il était complètement en dehors de ce champ-là. C'était uniquement pour dire l'unité de la biologie vivante, puisqu'il va retrouver les émotions chez les oiseaux, comme il va les retrouver chez les humains, comme il va les retrouver chez les différents animaux qu'il a rencontrés. Et son souci dans ce livre, dans cet exposé, c'est principalement de dire, vous voyez, nous sommes tous faits de la même chimie. On ne savait pas à l'époque qu'on était tous faits de la même chimie, mais le fait que nous ayons tous des émotions et que ce soit reconnaissable et identifiable, il est très amusant parce qu'il parle par exemple des colères chez les oiseaux. Et effectivement, quand vous voyez un oiseau qui est en colère, vous voyez qu'il est en colère. Donc, il va décrire des animaux qui sont
qui sont dans des états émotifs clairement exprimés. Il va décrire des cultures humaines différentes dans lesquelles aussi les émotions sont clairement exprimées. Et sa conclusion va être surtout, voici l'unité de l'évolution vivante. Nous appartenons tous à la même, nous venons tous de la même chimie, et cette chimie nous entraîne vers les mêmes comportements. Peut-être que le comportement, à part les comportements les plus basiques de boire, manger, dormir, etc., les comportements émotionnels aussi sont des comportements basiques dans une grande partie des animaux qui nous entourent. Et enfin, il y a les théories cognitives, ça c'est les théories les plus récentes, puisqu'elles sont venues avec les sciences cognitives, donc à partir, mettons, des années 1960-1980, qui, elles, sont des théories fondées sur le comportementalisme, et le comportementalisme n'essaye pas de comprendre ce qui se passe, il essaye uniquement de décrire les causes et les effets en mettant la partie cognitive à l'intérieur d'une boîte noire, sachant que les théories cognitives actuellement sont très, très, très utilisées pour apprendre à contrôler ses émotions, à développer ses bonnes émotions, à essayer d'éviter les mauvaises, etc., etc. On procède par des tests et par des examens et par des exercices, comme s'exercer pour éviter la peur, comme s'exercer pour éviter qu'une émotion se mette à devenir omniprésente et qu'elle vous gêne dans la vie, dans le comportement au quotidien. Donc, ce sont des théories extrêmement pragmatiques dont le but est de contrôler les déviances possibles des émotions vers des pathologies émotionnelles plutôt que vers donner des explications réelles, sachant bien évidemment, encore une fois, que les explications actuellement des états émotionnels sont principalement décrites soit à partir de l'imagerie, soit à partir des molécules, c'est-à-dire en particulier les neurotransmetteurs et les hormones. Je reviens au plan parce que cette fois, je voudrais vous raconter en très peu de mots les règles générales de ce que sont les émotions. Et là, du coup, c'est très important de bien garder en tête ce que je vais dire, puisque ça va se répercuter par la suite sur la question de la peur. Donc là, on est dans des règles, des caractéristiques des émotions en général. La peur fait partie des émotions, donc elle aussi, elle a les mêmes caractéristiques que les autres émotions, et ce sont des caractéristiques, vous allez voir, qui sont très importantes pour nos comportements émotionnels et psychologiques et sociaux, en particulier dans le monde qui nous entoure actuellement. Donc, la première chose qui est importante à savoir, c'est que l'émotion est toujours liée à une sensation physique. Ça peut être agréable, ça peut ne pas être agréable. On peut avoir un sentiment de bien-être ou de malaise qu'on ressent avec l'émotion, et on peut le ressentir avec l'émotion, que ce soit une bonne émotion ou une mauvaise émotion. Donc, c'est complètement amoral ce que je dis. En d'autres termes, vous pouvez vous sentir très bien lorsque vous êtes en colère. Ça vous défoule, ça permet d'exploser, et voilà. Mais c'est un ressenti qui pour vous est agréable, alors que pour quelqu'un d'autre, ce ressenti, par exemple, peut être considéré comme extrêmement désagréable. Ces ressentis, ce sont ces sensations physiques-là qui sont majoritairement mesurées en psychologie des émotions, puisqu'il s'agit aussi, par exemple, on vous demande quand vous êtes en colère, est-ce que vous pouvez noter votre colère entre 1 et 10? Et vous pouvez à ce moment-là évaluer le degré de colère dans lequel vous êtes, sachant que vous pouvez être dans une colère qui vous convient très bien parce que vous pensez qu'elle est légitime, ou bien vous pouvez être dans une colère qui vous crée un sentiment de culpabilité parce que vous avez le sentiment que vous ne la contrôlez pas, etc., etc. Donc tout ça, c'est des situations où les psychologues sont assez expérimentés pour pouvoir
mettre un gradient, si vous voulez, sur nos différentes émotions, même si cela n'explique pas les choses, mais ça permet de les extérioriser et en tous les cas de les exprimer d'une manière un peu plus rationnelle que par le ressenti tout seul. Donc, je vous l'avais déjà dit, l'émotion est consciente, mais elle a toujours un objet, l'émotion. Elle n'est pas sans rien. Je veux dire, on n'a pas une émotion qui soit vide de sens. Parfois, par contre, on peut ne pas être tout à fait conscient de la raison pour laquelle elle existe. Et ceci apparaîtrait d'une manière très importante dans les rêves et dans les cauchemars, parce que très souvent, dans le cauchemar en particulier, vous avez une sensation très négative qui vient avec une vision, un cauchemar extrêmement négatif, alors qu'en réalité, le cauchemar, il n'est que le dégagement de l'émotion qui est derrière. Ce n'est pas le cauchemar lui-même est juste un prétexte, et c'est l'émotion qui, elle, a besoin de sortir, et elle va sortir via le cauchemar, ou via quelque chose de tout à fait normal, de tout à fait serein, d'une jolie promenade, d'un sentiment très agréable. L'émotion sort dans le rêve, et elle sort d'une manière relativement inconsciente, puisqu'en plus, la majorité de nos rêves, bien évidemment, on ne s'en souvient pas. Maintenant, les facteurs sociaux qui vont entourer les émotions. La première chose à savoir, c'est que les émotions sont universelles. Il n'y a pas de gens, d'êtres humains en tous les cas, qui sont dénués d'émotions, ou alors s'ils sont réellement dénués d'émotions, ils ont des problèmes. Ce sont des cas pathologiques et qui ont besoin de soins. Parfois, sachant que parfois, leurs émotions, ce n'est pas qu'elles n'existent pas, c'est qu'elles sont tellement contrôlées qu'elles ne donnent pas l'impression d'exister. On peut avoir une haine froide, par exemple. La haine, c'est une émotion extrêmement puissante, et quand elle est froide, ça ne veut pas dire qu'elle n'existe pas. Ça veut dire qu'elle existe bien, mais elle est contrôlée jusqu'à la psychorigidité. Donc, elle est d'autant plus grave et d'autant plus importante lorsqu'elle est excessive et contrôlée. Les comportements individuels en lien avec les émotions varient selon les individus, selon les normes sociales, selon les normes culturelles. Malgré le fait qu'elles sont universelles et qu'elles sont identifiables un peu partout sur la planète, vous allez trouver des variantes qui sont de l'ordre du folklore. D'ailleurs, elles ont beaucoup amusé Darwin en écrivant son bouquin, parce qu'il raconte comment on lui a rapporté que dans telle région du monde, on exprime l'étonnement par tel signe, alors que dans telle autre région, on exprime la peur par un autre signe, etc. Il existe des liens, il existe des normes culturelles qui sont liées aux émotions, mais elles ne sont pas suffisamment puissantes au point de ne pas pouvoir identifier une émotion. En d'autres termes, celui qui est en colère, vous allez voir qu'il est en colère, même s'il exprime sa colère en tapant sur une casserole, ou il exprime sa colère en hurlant. De toutes les façons, sa colère, il va l'exprimer d'une manière que vous allez identifier, même si les habitudes et les normes sont différentes. L'un des points les plus graves dans les émotions, les plus graves et les plus jolis quand les émotions sont belles, c'est la contagiosité. Vous le savez sans doute avec la joie, vous le voyez très bien avec la peur, vous pouvez le voir aussi avec la colère ou avec la haine. Il est extrêmement facile de passer une émotion à quelqu'un d'autre. Ça ne veut pas dire que nous sommes tous sensibles de la même manière à l'émotion de la personne qui se trouve à côté de nous, mais nous sommes tous sensibles à l'émotion de quelqu'un d'autre. Et ces émotions, malgré leur degré de contagiosité différent, ces émotions, elles sont toutes, en général, elles sont toutes appréhendées, c'est un peu l'empathie si vous voulez, elles sont toutes appréhendées d'une manière qui nous touche émotionnellement,
et j'allais dire presque, et je vais dire heureusement que c'est le cas. L'ennui, si vous voulez, c'est qu'on peut utiliser la contagiosité de l'émotion pour en faire une surenchère. C'est-à-dire pour faire que cette émotion monte, grandisse, je parle collectivement donc, monte, grandisse, augmente en taille, devienne de plus en plus puissante et de plus en plus importante, simplement parce que le nombre de personnes qui expriment cette émotion se met à devenir important. Un cas entre autres, c'est la haine qui se déverse sur Twitter. Il est s'il n'y avait pas des gens qui étaient prêts à lancer un message de haine qui entraînerait, qui encouragerait les autres à continuer avec les messages de haine, ça ne se passerait pas. En d'autres termes, quand une émotion aussi puissante que la haine apparaît dans un endroit, il devient très facile et très encourageant pour les autres, parce que n'oubliez pas que nous sommes des êtres sociaux, donc des êtres collectifs, ça encourage les autres à aller dans le même sens. Alors bien évidemment, quand l'émotion est une émotion extrêmement puissante, type la haine, c'est très facile de la faire passer. C'est beaucoup moins facile de faire passer la joie, même si ça existe aussi. Et c'est beaucoup moins facile, surtout, de faire passer des émotions un peu intimistes comme la tristesse, par exemple. Mais ça passe aussi, ça passe aussi sans être contagieux méchamment. Les émotions passent aussi par les arts, passent aussi par la musique, passent aussi par la comédie, passent aussi par tout un tas de représentations dont on sort émotionnellement touché sans que cela soit quelque chose de virulent ou de féroce, mais ça peut devenir quelque chose de virulent ou de féroce selon la dynamique dans laquelle l'émotion en question est prise. Surtout les émotions violentes. Émotions violentes, je veux dire en particulier colère, peur, haine, ce genre de choses. Alors, un point très important, par contre, l'expression des émotions peut être éduquée. Ça aussi, vous le voyez avec les enfants, surtout si vous avez dans les parages un enfant colérique, ce qui se passe souvent, qui fait des caprices. Effectivement, petit à petit, avec beaucoup de patience et d'amour, on peut apprendre à l'enfant que sa colère est contre-productive et qu'il doit pouvoir la contrôler, même si elle existe toujours, même si le sentiment d'injustice existe toujours, mais cela peut être éduqué. Alors, l'émotion est par définition irrationnelle. Ça, c'est un point important que je voulais vous dire parce que parfois, on essaye de dire que émotion et raison, c'est la même chose. Non, la raison devrait être capable de nous aider à comprendre nos émotions. Mais l'émotion elle-même, elle n'est pas rationnelle. Donc, il faut faire la distinction entre la raison qui permet de comprendre et l'émotion elle-même qui, elle, jaillit de nos entrailles, qui jaillit de nos molécules et qui donc n'est pas rationnelle, alors que la raison, elle, par contre, elle est ultra construite et il y a beaucoup de gens qui vivent sans beaucoup tenir compte de ce que leur raison leur dit ou ne veulent même pas écouter ce que la raison peut leur dire, surtout si leurs émotions sont très fortes. Et enfin, toujours par rapport à la raison, elle peut être soumise par les émotions. Alors ça, c'est extrêmement important, surtout pour ceux qui essayent de donner des explications scientifiques à des gens qui ont peur. Effectivement, ce qui peut se passer, c'est que si l'émotion est très forte, l'explication rationnelle ne passera pas. L'explication rationnelle ne passera que colorée par le biais de l'émotion que la personne a au tout début. Donc, si vous avez peur de quelque chose, on aura beau vous expliquer que la chose n'existe pas ou bien qu'il n'y a pas de raison d'avoir peur, etc., etc. Si vous avez vraiment peur, vous aurez toutes les raisons pour justifier le fait que vous avez peur. Et ça, je peux revenir sur ça avec des exemples lors de la discussion, si cela vous intéresse. C'est très important parce que quelque part, les émotions, elles sont étanches par rapport à la raison. La rationalité peut aider à les expliquer,
mais elle ne peut pas beaucoup aider à les atténuer ou à les faire diverger de la chose vers laquelle elles étaient dirigées en premier. Je passe à la peur. Donc cette fois, je passe à la peur telle que et je retourne donc à la rosace de Plutchik, qui a dit, qui exprime la peur selon trois catégories, donc la peur, et la peur extrême, la terreur, et la peur moindre, qui est l'appréhension. Vous voyez qu'il a mis dans le coin aussi la crainte. Ce que je voudrais vous dire à ce propos, c'est que les mots ne nous aident pas beaucoup parce que nous parlons beaucoup de peur, alors que le français est une langue extrêmement riche et que nous pouvons distinguer différentes formes de peur, de terreur ou d'appréhension ou de crainte grâce à des termes qui seraient plus adéquats que seulement le mot peur. La première chose qu'il est important de savoir, les psychologues l'ont bien pigé, c'est la distinction entre la peur ou l'anxiété, parce que la peur, elle est donc vous avez ici la comparaison entre les deux caractéristiques. La peur, elle émane d'un objet immédiat. Je vois quelque chose qui me fait peur. Ce quelque chose peut être réel ou imaginaire. J'ai une réaction extrêmement rapide. J'ai une réaction qui est une réaction de survie en fait, c'est-à-dire que vos prunelles vont se dilater, votre adrénaline va monter, vous risquez de vous retrouver en sueur, en tremblement, vos muscles vont se tendre, c'est-à-dire que vous vous préparez en gros soit à attaquer, soit à fuir. Ceci, c'est la peur dans le sens physiologique du terme. Et elle disparaît avec la disparition de l'objet. Si vous ne voyez plus le fantôme ou bien le tigre qui était en face de vous, eh bien il n'y a plus de souci, la peur s'en va. L'anxiété, c'est beaucoup plus délicat. L'anxiété ou l'appréhension, comme disait Plutchik, c'est une espèce de petite peur constante qui va nous accompagner sur un objet défini ou sur presque, j'allais dire, pas d'objet défini, mais sur un objet qui est différé, sur un objet qui est imaginaire ou sur un objet réel, mais qui ne va pas entraîner la peur panique qui se trouve dans le carré de gauche. Donc cette peur-là, elle va aboutir à, si elle dure et si elle dure longtemps et si elle devient très prégnante, elle va aboutir à un état chronique qui sera carrément dépressif ou pathologique. C'est ce qu'on appelle en général les troubles anxieux ou les phobies. Quand on parle de troubles anxieux, de phobies, d'états chroniques et dépressifs, il faut s'adresser à un psychiatre pour parler de ces choses-là. Moi, je vais me contenter dans la suite de parler de l'anxiété-appréhension, celle que nous vivons au quotidien, tous plus ou moins, à un moindre degré, en fonction de l'actualité, en fonction des médias, en fonction de ce que nous vivons dans la vie de tous les jours, et qui consiste en un degré, c'est pas le degré 0 de l'anxiété, c'est le degré 1 de l'anxiété qui ronronne, si vous voulez. Elle est là, elle est présente, et on n'arrive pas, on a du mal à s'en débarrasser simplement parce qu'on n'arrive pas à trouver des repères par rapport auxquels on peut s'en débarrasser. Je vous donne un exemple tout de suite. L'anxiété par rapport aux pesticides et aux aliments. Donc, on ne va pas s'arrêter de manger. On ne va pas tous penser la même chose du glyphosate. Ça va se discuter un peu partout. Par contre, on garde un petit état anxieux, vigilant, attentif. Est-ce que ce que nous sommes en train de manger est vraiment sain? Est-ce que ce que nous sommes en train de manger risque de nous faire tomber malade? C'est typiquement le genre d'anxiété qui existe dans l'époque moderne, qui n'existait pas il y a un siècle, parce qu'il y a un siècle, c'était déjà bien qu'on trouve à manger. Et donc, ces choses-là, effectivement, elles vont nous affecter en créant un mini trouble anxieux et extrêmement diversifié, simplement parce que nos anxiétés, nous tous, les uns et les autres, nos anxiétés, elles ne seront pas placées au même endroit. Chacun va avoir ses anxiétés à lui.
comme je vous l'avais dit, le problème est que nous avons un éventail de concepts extrêmement large sur ce que sont les problèmes qui vont amener à une certaine anxiété. J'en ai mis ici quelques-uns simplement parce qu'ils ont des définitions un peu différentes. Donc, vous voyez que l'anxiété simple, c'est celle dont je parlais tout à l'heure, comme est-ce que je choisis bien mes aliments pour ne pas tomber malade? Il y a l'inquiétude, je sais pas moi, par rapport à vos enfants qui sont en train de bien réussir ou de ne pas très bien réussir leurs études. Il y a la crainte, c'est très à la mode ces jours-ci, la crainte du virus. Il y a l'appréhension pour certains c'est celle de prendre l'avion, l'appréhension pour d'autres c'est celle de prendre la voiture. Il y a bien évidemment la méfiance du type est-ce que je dois douter de ce qu'on me dit, est-ce que je peux y aller en confiance, est-ce qu'ils ont vraiment raison, etc. Et bref, tout cela, ça se manifeste sous la forme de que j'appelle l'anxiété au quotidien, parce que l'anxiété au quotidien, elle a accompagné l'être humain pendant toute son existence et elle n'arrête pas de changer de forme. Et ce que nous vivons aujourd'hui en termes d'anxiété, eh bien, sur des objets différents, les anciens l'ont vécu, et donc ce n'est vraiment pas une nouveauté, c'est juste le fait que l'état anxieux chez l'être humain est un état quasi naturel. Est-ce que c'est un état nécessaire? Je n'en sais rien. On pourra peut-être en discuter. Est-ce que nous sommes obligés d'être quelque part anxieux? Peut-être que oui, parce que nous projetons dans le futur, parce que nous ne savons pas de quoi le futur sera fait, parce que nous nous inquiétons pour les parents, la famille, les amis, etc., etc. Donc peut-être que effectivement, de toutes les façons, l'anxiété, c'est quelque chose qui va nous accompagner pendant la totalité de nos existences. Alors, dans Peur et anxiété dans le monde moderne, je me suis donc amusée façon de parler, à faire une double liste. La liste des anxiétés et des peurs du monde ancien et la liste des anxiétés et des peurs du monde moderne. Je ne prétends pas que mes listes sont exhaustives. Je dis seulement que si vous avez vécu en 1870, par exemple, à Paris, en pleine guerre avec les Prusses, alors qu'on ne sait plus quoi manger, quelles sont les formes d'anxiété que vous allez pouvoir, ou bien dans un petit village bien tranquille, ou bien à Toulouse, quelles sont les anxiétés, quelles sont les peurs, quelles sont les anxiétés que vous aurez vécues il y a, mettons, 150 ans. Il y a 150 ans, j'ai mis la liste, et j'ai mis toute la liste au quotidien en totalité, tout simplement parce que ma liste n'est pas exhaustive. Hein. Vous pouvez ajouter des tas de choses différentes. Donc, on a toujours eu peur de la mort en particulier celle des enfants. On a toujours eu peur de la nature, peur des épidémies, peur des invasions d'insectes, peur des inondations, peur des tremblements de terre, à condition qu'on soit dans un endroit où il y en ait. On a toujours eu peur à cause de la pensée magique. N'oubliez pas que la pensée magique nous raccompagne maintenant, et donc j'aurai à revenir sur la pensée magique. C'est pour ça que je l'ai mise en caractère gras. Donc, on vivait aussi avec les maléfices, avec les sorcelleries, avec les signes qui viennent des astres, les comètes qui sont supposées être des signes de la peste et du choléra. On avait peur de la guerre ou de la violence, qui ont toujours été là et qui malheureusement sont toujours là. On avait peur des variabilités de la météo. L'agriculture est instable, elle l'a toujours été, ce n'est pas une nouveauté. Mais on peut perdre son champ et on peut perdre toute sa fortune dans une météo qui n'est pas favorable. On avait peur des pénuries. J'avais noté les invasions d'insectes. On en a toujours. Je ne sais pas si vous avez vu l'actualité à propos des invasions d'insectes, je ne sais plus où c'était, en Afrique ou en Asie. On avait peur des déplacements et des voyages. En d'autres termes, celui qui prenait le bateau pour aller pêcher ou celui qui prenait le bateau pour aller traverser les océans, il n'était absolument pas certain de revenir. Donc ça c'est aussi une peur, une anxiété qui s'est considérablement atténuée.
même s'il reste des gens qui ont peur de l'avion ou de la voiture, mais elle a toujours existé. On a toujours eu peur de l'autre. Et la peur de l'autre s'accompagne souvent de la haine. Et c'est une émotion extrêmement manipulable et c'est une émotion extrêmement facile à attiser lorsqu'on veut que X parte en guerre contre Y. Donc, il suffit de faire en sorte qu'il ait peur de X, que X ait peur de Y pour qu'il ait besoin d'aller se défendre contre Y, parfois d'une manière complètement illusoire. On a toujours eu peur du feu. Effectivement, actuellement, ça a beaucoup baissé, mais il ne faut pas oublier la quantité d'incendies phénoménaux, un incendie phénoménal, qui ont eu lieu pendant toute l'histoire dans la majorité des grandes villes. Je crois que sur Wikipédia, vous trouverez une liste des grands incendies de villes. Par exemple, Londres qui a brûlé en entier dans les années 1600, et pas seulement les villes qui ont été détruites pour des causes de guerre, mais des villes qui ont été détruites parce que les gens vivent avec le feu, que le feu est dans les maisons et que tôt ou tard, le feu finit par passer d'une maison à une autre et par brûler littéralement la totalité du voisinage. Et bien évidemment, on a toujours eu peur de l'autorité, ce qui donne souvent d'ailleurs les raisons pour la soumission, parce que si l'autorité est extrêmement puissante et potentiellement dangereuse, souvent on a intérêt à ne pas trop la titiller, mais ça s'accompagne aussi de la crainte. On a la crainte aussi de la police, on a la crainte aussi des forces de l'ordre qui peuvent émaner d'un pouvoir arbitraire et qui peuvent être accompagnés eux aussi de sentiments de haine. Vous remarquerez que dans les deux cas où j'ai mis le mot haine, il est lié à la peur de l'autre. La haine, elle est la haine de quelqu'un. Ça ne sert à rien d'avoir la haine des chiens, des chats ou des oiseaux migrateurs. L'être humain, son association de peur et colère avec la haine, cette haine est toujours dirigée vers des êtres humains. La nature, elle peut nous faire peur, bien évidemment, mais la haine de la nature est quelque chose qui est gratuit, qui n'a aucun sens. À la fin du 19e siècle, Max Weber, un sociologue qui a écrit un livre qui s'appelle Le savant et le politique, a expliqué que une des raisons pour lesquelles le monde rationnel a gagné la partie, c'est qu'il a désenchanté le monde. Désenchanter le monde, ça veut dire qu'il a éliminé du monde la pensée magique. Il était extrêmement imprudent de dire cette chose-là, mais son exemple se tient bien, parce que son exemple, c'était l'exemple du tramway de Vienne, où il habitait. Donc, je vous lis le paragraphe. Il dit « Celui d'entre nous qui prend le tramway n'a aucune notion du mécanisme qui permet à la voiture de se mettre en marche, à moins d'être un physicien de métier. Nous n'avons d'ailleurs pas besoin de le savoir, il nous suffit de pouvoir compter sur le tramway et d'orienter en conséquence notre comportement. » Ça veut dire quoi par rapport à la pensée magique? Ça veut dire tout simplement que si vous êtes dans le tramway et que le tramway tombe en panne, eh bien, vous n'avez pas peur. Ça ne pose pas de problème. Il n'y a pas un esprit méchant qui arrête le tramway. Le tramway s'arrête parce qu'il y a un dysfonctionnement et le dysfonctionnement, il suffit qu'il y ait un mécanicien qui passe par là pour que ce dysfonctionnement soit remis en place. Donc, dit-il, la pensée magique est sortie en quelque sorte de notre monde avec le tramway. Et non, la pensée magique est peut-être sortie du tramway, mais elle n'est pas du tout sortie de nos vies et elle continue à nous accompagner et très souvent à nous faire peur. Donc, je reviens sur les peurs, mais cette fois, les peurs de maintenant. Alors, il y a toujours la peur de la pensée, en termes de pensée magique. Elle va apparaître dans la peur de la technologie. Nous avons toujours les inquiétudes face au futur. Nous avons la peur de l'échec, ce qu'on avait moins dans le temps parce qu'on était plus fataliste. Nous avons peur de la désocialisation. Nous avons peur de l'appauvrissement. Ça, c'est un critère des pays riches parce que quand on est pauvre, dans les pays pauvres, on est comme tout le monde. On a toujours la même peur des puissants qui accompagnent la méfiance et la haine.
On a toujours la peur de l'autre qui accompagne la colère et la haine. On a peur de l'insécurité, avec parfois une confusion entre danger et risque. Et quand on approche la technologie et l'industrie et qu'on ne les comprend pas, contrairement au trame comment il s'appelle, du sociologue que je viens de citer, de Max Weber, eh bien, la pensée magique, elle continue à exister simplement parce qu'on ne comprend pas comment la technologie marche. Et donc, que ce soit le médicament, que ce soit l'industrie nucléaire, que ce soit les nanotechnologies, pour toutes les personnes qui ne comprennent pas comment ça marche, elle va être, ces mondes vont être enrichis par la pensée magique, c'est-à-dire par un imaginaire fantasmatique de ce qui peut se passer et de ce que cela peut causer. Et encore une fois, n'oubliez pas ce que je vous ai dit. Quand on a peur, vous avez beau rationaliser en face, la peur, elle sera toujours prioritaire. Alors, je vais présenter très vite, parce que je vois que j'ai parlé pendant presque 1 heure maintenant, quelques interrogations, hypothèses, etc., qui n'engagent que moi et qui sont juste là pour enclencher le débat, si ça vous intéresse. Mais je les mets sous forme de questions. La première question, c'est qu'est-ce qui a changé entre il y a 150 ans et maintenant? Certainement, un niveau supérieur d'éducation. L'ennui, c'est qu'un niveau supérieur d'éducation est toujours partiel. Nous sommes tous ignorants on peut pas être encyclopédique, si vous voulez. On a un autre facteur qui est très important, c'est le fait qu'on a éliminé le fatalisme. Dans le temps, on se disait, c'est comme ça, c'est ainsi, on vit avec les pénuries, on vit avec la peste et le choléra, on vit avec les maladies, on vit avec le fait d'avoir 12 enfants pour qu'il y en ait 2 qui survivent, etc. Tout ça, en partie aussi grâce à la science et à la technologie, a été éliminé, mais avec lui a été éliminé le fatalisme. Et donc, on ne supporte plus que les choses ne se passent pas selon notre bon vouloir, selon ce que nous voulons qu'elles soient. Et on va intenter un procès à X ou à Y, alors que X ou Y ne sont pas responsables de ce qui s'est passé. La science et la technologie vont entraîner une méfiance et une confiance qui sont complètement paradoxales. C'est très amusant à constater parce que les scientifiques eux-mêmes, selon les disciplines, vont avoir confiance dans leur propre discipline et pas nécessairement confiance dans la discipline du voisin. Donc, où l'on voit à quel point la confiance est quand même liée avec la connaissance, mais avec la connaissance approfondie, pas avec la connaissance vulgarisée. Et donc, à partir du moment où on a peur d'une science ou d'une technologie, inévitablement, la pensée magique, elle est réenclenchée avec tous les torts qu'elle peut susciter, parce que à ce moment-là, on n'a plus confiance en rien et on ne croit plus rien, et on ne cherche même pas à aller chercher à trouver des démonstrations ou des instructions. On a bien évidemment aussi la méfiance dans les élites. Alors ça, on est en train de le vivre au quotidien ces jours-ci avec tous les experts, que ce soit les experts médicaux, les experts épidémiologistes, etc., etc. Tous les experts, les économistes, les intellectuels, les sachants, on se pose légitimement la question, est-ce que nous devons les croire? Est-ce que quand ils nous disent quelque chose, est-ce que c'est suffisamment, est-ce que je peux suffisamment leur faire confiance pour accepter ce qu'ils disent, pour argent, pour comptant? C'est une très grave question et à laquelle je n'ai pas de réponse particulière, simplement parce que chacun, sa confiance va être de nature plus psychologique qu'intellectuelle, si vous voulez. Et on aura confiance dans X, alors qu'on n'aura pas confiance dans Y, mais sans vraiment connaître les tenants et les aboutissants de chacun des discours. Ensuite, un gros problème que nous avons, c'est l'accès globalisé aux informations. En d'autres termes, s'il y a un tremblement de terre en Indonésie, on le saura immédiatement en France, ce qui ne se passait pas il y a 150 ans, ça n'arrivait pas, l'information ne passait pas. Donc, on a une information anxiogène qui est continue, c'est un flot d'informations anxiogènes qui nous arrive de la totalité de la planète. Cette information anxiogène a un effet cynique qui est assez important, donc je vais le dire, on s'habitue.
On s'habitue à ce qu'il y ait des guerres quelque part, on s'habitue à ce qu'il y ait des gens qui ont faim quelque part, on s'habitue à ce qu'il y ait des catastrophes, mais on les voit à la télévision, on les écoute à la radio, et donc ces informations anxiogènes sont forcément, comme je viens de le dire, anxiogènes, c'est-à-dire qu'elles vont porter, elles vont ajouter un petit epsilon à notre capacité de rester anxieux par rapport à un monde que nous avons l'impression dont nous avons l'impression qu'il est de plus en plus dangereux, alors qu'en réalité, pour beaucoup de choses, surtout dans les pays développés, au contraire, nous avons amélioré nos conditions de vie à un tel point que des tas de dangers qui existent encore partout sur la planète n'existent plus chez nous. Et puis surtout, et puis aussi parce que, mais ceci est un fait qui est essentiel en démocratie, c'est les exigences contradictoires. C'est-à-dire que tant que nous n'avons pas tous, alors parlons seulement des 60 millions de Français, mais on peut élargir sur tout ce que vous voulez, tant que nous n'avons pas tous les mêmes valeurs et tant que nous n'avons pas tous les mêmes exigences, nous avons constamment un débat qui peut devenir extrêmement agressif sur des questions d'exigences contradictoires et qui sont impossibles à synthétiser, dont il est impossible de sortir quelque chose qui soit cohérent. Et donc, le climat anxiogène, c'est aussi un climat de dispute en continu. D'ailleurs, ça, c'est très facile à observer. Vous allez regarder tous les talk-shows dans toutes les télévisions et vous n'avez que ça, de la dispute en continu. Alors, quand même, dans cette atmosphère anxiogène, on a le droit de se demander si on a raté quelque chose. Qu'est-ce qu'on a raté? J'ai essayé de faire une panoplie. On a raté beaucoup de choses. On a raté les institutions. C'est-à-dire qu'on n'a pas permis que la démocratie soit une démocratie d'arguments raisonnés et elle a filé vers une démocratie d'opinion où chacun dit ce qu'il veut, comme il veut, pense comme il veut. Et le sondage est devenu la démocratie, la valeur démocratique numéro 1. Et le sondage, comme vous le savez, ce sont des valeurs d'opinion et ce ne sont pas des valeurs qui sont parties à partir de raisons d'être qui sont vraiment bien construites. Ou bien si elles le sont, elles n'ont pas le temps d'être abordées de cette façon-là. L'échec du politique, qui a oublié souvent le bien public au profit des intérêts particuliers. Donc, on entre en pleine démagogie. Alors ça, c'est classique. Platon et Aristote le savaient et ils avaient une méfiance énorme à l'égard de la démocratie, simplement parce qu'ils savaient très bien que la démocratie se transformait très vite en démagogie. Okay. Ce qu'on appelle le populisme maintenant, je ne sais même pas pourquoi on appelle ça populisme. En réalité, la démocratie, la dégénérescence de la démocratie, c'est la démagogie. Thucydide exprime ça très bien dans les guerres du Péloponnèse. Quand le peuple est rationnel, il l'appelle le peuple, et quand le peuple devient soumis à n'importe quel démagogue qui lui vend n'importe quoi, il appelle ça la foule. Et donc la foule, effectivement, ça devient un outil d'instrumentalisation à merveille. Et donc, on peut l'utiliser pour faire peur de tout et de n'importe quoi, puisque la peur les gens sont extrêmement sensibles à la question de la peur, et le démagogue va utiliser la peur de l'autre, bien évidemment, mais aussi la peur de tout ce que vous voulez. À chaque fois où un lobby, un intérêt particulier, une ONG ont envie de susciter l'intérêt de la foule, ils vont instrumentaliser la peur. Et ça, c'est bien évidemment de la démagogie et il devient très difficile de ne pas être sensible à cette démagogie. Nous avons aussi raté l'éducation. Et ça, c'est fondamental. On a raté l'éducation à la méthode rationnelle, on a raté l'éducation à la méthode scientifique et donc on a raté l'éducation à l'esprit critique. Là, je parle dans les petites classes parce que je n'arrive pas à comprendre comment il est possible que dans les classes, mettons, de collège, comment au collège et au lycée, nulle part on ne trouve une explicitation claire et précise de ce qu'est la méthode rationnelle et de ce qu'est la méthode scientifique. Vous savez, ce qui est très important à retenir, c'est que les enfants, ils n'ont pas peur.
dans l'écrasante majorité des cas, les enfants accueillent les choses avec beaucoup d'émerveillement. Ils n'ont pas vraiment peur. La peur vient avec l'âge parce qu'ils sont sensibles à la peur des parents et aux peurs qu'ils perçoivent autour d'eux dans les médias. Donc, problème des médias. Alors, quand je dis médias, je ne dis pas les médias, les journaux, la télé. Nous sommes tous devenus des médias. Quand vous avez une page Facebook ouverte à l'humanité, c'est un média. Et donc, la responsabilité de l'information simpliste ou contradictoire dans les médias, nous la faisons tous tant que nous sommes. Un simple tweet peut être considéré comme un média de la même façon que n'importe quoi qui ne soit pas lié uniquement à deux personnes. Le téléphone n'est pas un média. Mais ce que je suis en train de faire aujourd'hui, c'est un média. Et bien évidemment, avec les médias, l'amplification passe par l'image et par les réseaux sociaux. Et comme tout le monde sait très bien que l'image et les réseaux sociaux vont d'autant plus être perméables au message que ce message est chargé d'une émotion violente et de préférence négative, il n'est pas étonnant que ce soit la peur, la colère et la haine qui passent en priorité dans les médias. Des informations contradictoires, je vais terminer là, hein, des informations contradictoires vont générer de l'anxiété, des informateurs politisés vont générer de l'anxiété, le manque de confiance va générer l'anxiété, le climat d'agressivité va générer l'anxiété et la globalisation de l'information va générer l'anxiété. Donc, vous voyez bien que dans un monde complexe, c'est-à-dire dans un monde dans lequel toujours le verre est toujours soit à moitié plein, soit à moitié vide, vous allez pouvoir trouver des raisons de créer un climat anxiogène. Et ensuite, le climat anxiogène, on est plus ou moins sensible à ce climat en fonction de sa propre personne, de son vécu, de sa psychologie, etc., etc. Et bien évidemment, le matraquage médiatique, il ne faut pas l'oublier, parce que très souvent aussi la publicité joue par définition sur les émotions, c'est son but, mais il lui arrive à elle aussi d'engendrer des climats d'anxiété qui, à mon avis, ne devraient pas appartenir à la publicité. Donc, on a un marketing, une bonne conscience morale, la conscience de groupe et la nécessité d'apparaître qui, tous, vont être les moteurs de cette anxiété sur laquelle je me suis peut-être un peu trop étendue. Il est 9h15. Je suis prête à rester avec vous aussi longtemps que vous voulez, mais peut-être qu'il vaut mieux que je m'arrête là, sachant que je vais quand même ajouter ces quelques mots parce qu'on peut faire des choses. On peut se libérer des médias, c'est-à-dire on peut être conscient que le média quel qu'il soit, va donner une information mélodramatique ou catastrophiste, va donner une information contre, va donner une information culpabilisatrice ou moralisatrice et va donner des informations soi-disant de consensus alors que ce n'est pas nécessairement vrai. Donc, il faut approcher les médias avec vigilance, il faut comparer les informations, il faut avoir des avis d'experts contradictoires et développer sa culture, ce qui est très, très important et très dur à faire parce que le sujet anxiogène peut être un sujet difficile. Et ensuite, l'essentiel, il faut protéger les enfants, c'est-à-dire encourager leur curiosité, l'éduquer à la méthode scientifique, leur apprendre à distinguer entre le vrai et le faux. Ça commence à l'âge de 7 ans, l'apprentissage de la distinction entre le vrai et le faux. Leur apprendre à distinguer les faits et les opinions, leur apprendre la lecture critique des films, des textes d'Internet, etc., tout ce qui malheureusement ne se passe pas, et discuter avec eux et leur faire comprendre les pièges de logique et à nuancer les jugements moraux, la dichotomie en bien et en mal complètement manichéenne. Et les enfants l'utilisent beaucoup, hein, mais il faut vraiment aussi pouvoir s'en méfier. Et bien évidemment, éveiller la confiance en soi des gosses pour qu'ils ne soient pas perméables à une crédulité au-delà du nécessaire. Merci pour votre attention.
Vous avez été très sage.